c'est pourquoi c'est moi qui devrais me rallier à Alain-Claude Billy-Binzé. Pourquoi on n'imaginerait pas que ça se fasse dans l'autre sens? Bon, pour ma part, je trouve que c'est un brillant orateur. Je trouve qu'il dit souvent des choses intelligentes qui méritent d'être écoutées. Maintenant, je crois qu'il doit faire la preuve, la démonstration de sa sincérité, au vu de son parcours et de son histoire. Je connais très bien l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Nous nous connaissons depuis que nous sommes très jeunes. C'est quelqu'un que je respecte. Mais les choix de vie qui ont été les siens pendant les 30 dernières années ont toujours été à l'opposé des choix de vie qui ont été les miens. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a un contexte différent. Moi, je ne suis pas aux affaires. Lui, il n'est pas aux affaires. Il observe, j'observe. C'est le temps qui nous dira si nous devons marcher ensemble ou pas. Vous avez demandé l'inversion du calendrier électoral dans votre propos liminaire. Ce qui suppose que vous projetez déjà pour les élections à venir. Ma question est de savoir, dans l'état actuel du projet de constitution, si le oui finit par l'emporter au référendum, prendrez-vous part à ces élections tout de même? Alors, j'ai une deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, vous avez, à l'entame de votre propos liminaire, vous avez dit que vous avez été mandaté pour les événements que nous connaissons à la frontière. Sauf que, peut-être que ça m'a échappé, vous n'avez pas dit qui vous a mandaté. Là est ma deuxième question. Merci. Déjà, vous savez, les fonctions que j'occupe depuis mon entrée dans la vie active font que je suis régulièrement amené à parler en public. Et donc, lorsque je m'exprime de façon générale, je pèse chacun des mots que j'utilise et j'évite de dire des choses qui sont ambiguës au point qu'elles puissent prêter à confusion. Dans le contexte d'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de ma participation à une quelconque élection électorale, ni en tant que député, ni en tant qu'élection locale, ni en tant qu'élection présidentielle. J'ai été candidat en 2023 avec un vrai projet pour le Gabon que j'ai présenté, que j'ai défendu. Vous savez comment les choses se sont passées, comment elles se sont terminées. Aujourd'hui, mon regard est sur la Constitution. Et ce que j'ai dit au sujet de la Constitution n'est pas lié à mes projets ou mes ambitions personnelles. Si la question c'est est-ce que Mike Joktan va rester dans la vie politique? Absolument. La rencontre d'aujourd'hui est la preuve que je n'ai renoncé à rien. Mais après, être candidat à une élection présidentielle, ce n'est pas une décision que l'on prend de façon épidermique. C'est le fruit d'une longue réflexion. C'est une réponse à un contexte particulier. J'ai été candidat face à Ali Bongo parce que je considérais que chaque jour qui passait avec Ali Bongo à la tête du pays était un jour de perdu pour notre pays. Et je pensais qu'on pouvait proposer autre chose aux Gabonais. J'y avais réfléchi, j'avais des solutions à apporter. Bon. Aujourd'hui, la question qui nous rassemble, c'est celle de la Constitution. C'est à ça que je m'arrête. Maintenant, j'ai 52 ans, donc je suis là et je serai encore là pour les 30 prochaines années. Merci. Qui m'a envoyé Parce que vous avez dit la frontière. Je n'ai pas été envoyé à la frontière. Les événements qui sont produits au niveau de la frontière. Voilà. Mais je précise, je n'ai pas été envoyé à la frontière, j'ai été envoyé en Guinée. Quand j'ai été envoyé en Guinée, il faut savoir qu'il y avait
à ce moment-là un sommet des chefs d'État, notamment sur la crise gabonaise. Et ce sommet-là se passait à la ville. Se passait à Mongomo. Okay? C'est pour cela que je ne suis pas parti par avion, mais que nous sommes partis par la route, parce que c'était plus proche de nous de fonctionner de cette façon. Maintenant, qui m'a envoyé? Vous savez que j'étais directeur de campagne, okay, pour le compte d'alternance 2023 du professeur Albert Kondosa. Voilà. Donc, on m'a demandé, lui m'a demandé, okay, d'aller en Guinée pour traiter des questions que j'ai clairement déclinées dans mon laïus de tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai été interrogé par tous les services sécuritaires du pays. J'ai été interrogé par la DGDI. J'ai été interrogé par le B2. J'ai été interrogé par l'OCLAD. J'ai été interrogé par la police judiciaire. J'ai été interrogé par le procureur de la République à OIM. J'ai été interrogé par le juge d'instruction. J'ai été interrogé par le service des douanes. Okay. À tous ces services, j'ai répondu exactement la même chose. À aucun moment, je ne me suis déjugé sur quoi que ce soit. D'ailleurs, je suppose que ces procès-verbaux d'audition sont certainement disponibles dans ces administrations. J'ai indiqué dès le départ pourquoi est-ce que je partais en Guinée équatoriale. Écoutez, quand il y a un coup d'État, dans tous les pays du monde, la première question qu'on pose, c'est à quand le retour à l'ordre constitutionnel? Ça fait partie des choses que je devais discuter, ça fait partie des choses qui étaient dans la lettre. Retour à l'ordre constitutionnel. Question légitime à laquelle il fallait répondre. On est dans une élection où il y a des gens qui ont gagné l'élection. Il y a des militaires qui ont pris le pouvoir. Okay? À mon sens, pour la paix du pays, nécessaire qu'il y ait un vrai dialogue entre les militaires qui ont pris le pouvoir et ceux qui ont la légitimité d'avoir gagné les élections. Il fallait qu'il y ait ce dialogue. Et souvent, ces dialogues-là sont encadrés internationalement. Okay? Une autre question essentielle, c'est quelle est la durée de la transition? Okay? Les transitions peuvent durer 6 mois. Okay? Vous savez que le Gabon a connu une transition de moins de 6 mois. Lorsque, en 2009, le président Bongo est décédé, on a eu une période de transition qui a duré à peu près 4 mois. Okay? À peu près 4 mois. En 2009. Okay? Donc, comme je dis, il y a des expériences de transition qui ne durent pas 2 ans. Donc, ce n'était pas évident que la transition doive durer 2 ans. Donc, c'était toutes ces questions-là qui devaient être discutées, pour lesquelles j'ai été mandaté. Maintenant, vous me posez la question, mais vous êtes journaliste, certainement vous faites de l'investigation, vous avez dû, en dehors de ce que je dis maintenant, vous avez dû voir une vidéo dans les réseaux sociaux, okay, qui redit clairement, okay, le fait que j'ai été envoyé. Cette vidéo parle suffisamment clairement, et c'est pour ça que moi, je ne juge pas utile, okay, de revenir tous les jours sur cet épisode. Si vous permettez, docteur, si je pose la question, c'est parce que justement, il y a un acteur politique qui avait reçu la même question à l'époque, mais qui disait comment il n'avait envoyé personne. Mais sauf que ce même acteur politique a produit une vidéo que vous avez vue. Okay? Maintenant, c'est à vous de déterminer si la vidéo que vous avez vue, c'est l'intelligence artificielle, okay, ou si c'est la vérité. Monsieur le Président, l'un des contenus, les articles, certains articles contenus dans le projet de constitution stipulent clairement qu'il y aura une amnistie pour les membres du CTRI. Et la deuxième question, c'est que vous disiez tantôt que là, il paraît qu'à l'entrée de la Constitution sera forcément peut-être votée en décembre. Or, les élections seront après l'année prochaine. On ne sait pas, on est dubitatif. Est-ce qu'on ira aux élections
sur cette constitution, ou bien en tenant compte de ce que propose la charte du CTRI, selon vous, est-ce que vous serez disposé peut-être à faire des propositions écrites s'il n'y a pas un autre dialogue pour que vous donniez votre point de vue par rapport à cela sur les deux aspects, les deux questions? Alors, j'ai oublié la première partie de la question. Est-ce qu'il fallait qu'on propose une amnistie pour les membres? D'accord. Oui. Alors, je veux dire d'abord que, de façon générale, je ne suis pas contre le fait qu'on amnistie ceux qui ont fait le coup d'État. Ça s'est vu dans d'autres pays où il y a des coups d'État. Bon, d'ailleurs, après, vous remarquerez quand même que dans les pays développés, dans les grands pays du monde, il n'y a pas de coup d'État. Les coups d'État, c'est chez nous, en Afrique. Bon. Mais dans nos pays africains où il y a eu des coups d'État, il est arrivé que l'on amnistie les auteurs du coup d'État. Il est arrivé aussi qu'on les récompense d'une certaine manière si on considère que le coup d'État a apporté un plus à la vie du pays. Je ne suis pas contre le principe d'amnistier, je ne suis pas contre le principe de faire des cadeaux. Mais je suis contre le fait que l'on l'inscrive dans la Constitution. Je dis la Constitution doit être impersonnelle et intemporelle. Je dis il peut y avoir une loi qui est votée au Parlement, qu'ils pourront brandir à chaque fois qu'ils se sentiront menacés si c'est nécessaire. Mais pas dans la Constitution. Et je trouve que c'est honteux, c'est ridicule pour notre pays d'intégrer ce type de disposition dans un texte qui a vocation peut-être à être lu dans 200 ans, dans 300 ans, dans 500 ans. Les membres du CTRI qui ont fait le coup d'État, dans 50 ans, ils ne seront plus là. Donc on n'a pas besoin de les insérer dans un texte qui est supposé demeurer quasiment pour l'éternité. Parce que les constitutions sont écrites pour durer longtemps. Voilà ma position. Maintenant, oui, je fais cette conférence de presse pour être entendu. Comme j'ai dit, j'ai lancé un appel. Je le lance avec responsabilité, mais aussi avec espoir. Je serais heureux que demain, on m'appelle pour dire « Docteur Mike Joktan, vous avez parlé, on voudrait vous entendre, on voudrait vous écouter, on voudrait que vous partagiez avec nous sur ces différents sujets, et je le ferai vraiment avec joie et dans l'amour pour mon pays et pour mes prochains. » Oui. Président, j'aimerais revenir sur la question de binationaux. Pourtant, l'exclusion de certains compatriotes pour être candidats à la présidentielle dans certains pays exige d'être de père, de mère du pays pour lequel ils aspirent à diriger. En quoi cela serait de la xénophobie ou la division des Gabonais réellement? D'abord, bon, j'ai mes fiches ici, mais je ne vais pas les lire parce que vous touchez un sujet sur lequel j'ai quand même assez longuement réfléchi. Dans la Constitution de 91, il fallait être Gabonais de père ou de mère depuis, je crois, 4 générations. Ça voulait dire quoi concrètement? Ça voulait dire qu'on n'était pas obligé d'avoir les 2 parents gabonais pour être considéré comme un Gabonais en capacité de compétir à l'élection présidentielle. C'est dans ce contexte-là
qu'on a pu avoir, par exemple, Jean Ping, comme candidat à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que les Gabonais qui ont voté Jean Ping en 2016 savaient qu'il était de père chinois et de mère gabonaise. Ça n'a pas empêché la grande majorité des Gabonais de leur apporter son suffrage. Parce que en 2016, ils ont jugé qu'il rassemblait sur lui toutes les conditions, pour diriger correctement le Gabon. Je voudrais que vous remarquiez aussi que le président Léomba était marié à une femme centrafricaine. Est-ce que les enfants du président Léomba sont moins gabonais que nous? Au point que s'ils désirent se présenter à l'élection présidentielle, qu'ils ne le puissent pas. Omar Bongo, après avoir été marié avec une Gabonaise, a épousé une Congolaise. Est-ce que ces enfants-là sont moins gabonais que nous? C'est la question que je pose. Maintenant, la disposition qui demande que nous soyons gabonais de père et de mère, qui eux-mêmes sont gabonais de père et de mère, avec une femme qui est gabonaise de père et de mère, dont les parents sont gabonais de père et de mère. Mais est-ce que vous savez combien de personnes ça représente? Ça veut dire qu'on est en train d'éliminer pour plusieurs générations, pas pour une seule, pour plusieurs générations, une certaine catégorie de Gabonais. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, la seule condition, c'est d'être né sur le sol. Ça veut dire que si tu n'es pas né sur le sol, mais que tu es américain, tu es privé de cette capacité à te présenter pour une génération. Tes enfants pourront se présenter si eux sont nés sur le sol. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. L'autre chose qui est importante, est-ce que vous savez que dans la répartition ethnique du Gabon, le niveau de métissage n'est pas le même? Est-ce que vous savez qu'il y a au Gabon des ethnies où il y a plus de métis que d'autres? Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que par ces dispositions, il y a aussi une élimination ethnique. Les peuples qui sont les peuples de la côte, prioritairement, ont épousé les étrangers. Notamment les Blancs. Okay. Ce que moi je dis, c'est que je comprends bien que quelqu'un qui n'est pas né gabonais ne puisse pas accéder à la fonction présidentielle. Parce qu'il n'est pas né gabonais, il est devenu. Okay? Mais la génération d'après, ses enfants doivent pouvoir. Okay? Mais que lui soit devenu gabonais, okay, le prive. Je peux le comprendre. Et c'est la seule mesure, d'ailleurs, que moi je comprends. Dans ce pays, un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne voulons pas régler les problèmes en profondeur. On aime régler les problèmes de façon superficielle. Un des problèmes qu'on doit régler, c'est le problème du code de nationalité. Et comment est-ce que les étrangers qui obtiennent la nationalité gabonaise, comment est-ce qu'ils l'obtiennent? Okay? Dans le passé, ça a toujours été de la mafia. Mettons en place un dispositif juridique qui fasse que quand quelqu'un obtient la nationalité gabonaise, que la nation gabonaise puisse lui faire confiance pour dire que c'est effectivement un des nôtres. Je termine en vous disant ceci, et je l'ai dit dans mon texte. Lorsque, en fait, avec ces mesures, qui sont des mesures d'exclusion, elles vont fragmenter la société. On va se retrouver demain avec le principe du Gabonais pur. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Alors, quand on définit des concepts, il faut pousser la logique jusqu'au bout
pour en comprendre la dangerosité. C'est ça. Il n'y a pas de Gabonais pur. Il y a des Gabonais, un point, un trait. C'est ça mon opinion. Merci beaucoup, Président. Si vous avez encore des questions, c'est l'occasion. Je pense que tout a été dit. S'il n'y a plus de questions... S'il n'y a plus de questions, je pense que le Président a peut-être un dernier mot. Je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté la rencontre de ce matin. C'était ma responsabilité de m'exprimer. J'allais dire de m'exprimer comme je me suis exprimé, en toute sincérité et en toute responsabilité. C'est maintenant votre devoir de relayer fidèlement les choses qui ont été dites. Le contexte particulier dans lequel nous sommes au Gabon aujourd'hui ne doit pas faire l'apologie de la pensée unique. Les Gabonais doivent entendre tous les sons de cloche. Et après avoir tout entendu, ils doivent